rouge, Macron. Je présente devant vous dans l'élection. Se lancer dans la campagne présidentielle. Heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus sur le plateau de France 2012, nouvelle rencontre avec des candidats à l'élection présidentielle. Premier tour, c'est dans exactement 20 jours. Nous allons rencontrer 4 candidats ou leur soutien. Le premier candidat que j'accueille sur ce plateau de France 2012 n'est sans doute pas le plus connu. Jacques Cheminade, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes donc l'un des 10 candidats. En quelques mots, je vous présente. Vous avez 70 ans. Vous vous présentez pour la 2e fois à l'élection présidentielle française. On va voir votre programme, peut-être des points aussi de controverse. J'allais presque vous demander qu'est-ce que vous faites là dans cette élection. Vous savez que vous êtes crédité aux alentours de 0%. Remarquez, on ne peut plus que progresser. Un peu plus maintenant. Ça fait 1 an et demi pratiquement que vous avez lancé cette aventure. Vous ne serez pas au 2e tour. Pourquoi est-ce qu'on a envie comme ça de se lancer avec autant d'investissement, sachant qu'il y a quand même assez peu de chances pour qu'on marque l'histoire. Je rappelle que vous avez fait 0,28 en 95, 0,28% des voix. Alors, il y a 3 raisons. La première, en 1995, mon compte de campagne a été rejeté dans des conditions que maintenant on sait ignominieuses. Jacques Robert, Maurice Faure. On va pas trop entrer dans les noms, nous sommes en diffusion mondiale. Oh, ce sont des hommes politiques très respectés en France. Donc, ensuite, première raison est que dans ces conditions, beaucoup de maires, beaucoup de Français sont demandés pourquoi ça a été rejeté. Ils ont vu que les raisons n'étaient pas bonnes, il devait y avoir autre chose. Donc ils sont interrogés. Et j'ai prévu à ce moment, ce n'est plus contesté, qu'il y aurait une crise très grave, financière, monétaire, qui allait se produire dans le monde, une douzaine d'années après. Maintenant, elle s'est produite. Et je pense que c'est le moment de défendre les idées, pas ce qu'on a prévu, mais comment en sortir. C'est la première raison. La deuxième, c'est que je vois les autres qui sont plus dans le rejet, et pas dans le projet et dans la vision. Vous êtes où, à gauche, à droite, vous, dans le positionnement? J'ai dit gaulliste de gauche. Bon, d'accord, gaulliste de gauche, ça veut dire gaulliste parce que Sarkozy ne l'a jamais été, et de gauche, disons, je crois que personne n'est dans la tradition de Jaurès, certains sont dans la tradition de Robespierre, et d'autres plus mous, du Percueil, par exemple. La troisième raison, c'est que l'élection présidentielle est la seule élection ouverte. C'est-à-dire, si vous avez les présentations de candidatures, plus de 500, l'État prend en charge les bulletins de vote, les professions de foi, les déclarations de candidature, il faudrait dire, les affiches et le collage des affiches. Donc c'est une élection plus juste que les autres. Moi, je voudrais qu'on change. Ça vaut la peine, pardon, je répète ma question. J'ai bien compris. Mais sachant qu'à nouveau, on fera moins de 1% des voix, ça vaut quand même la peine. Il n'y a pas des moments de découragement, de doute, en disant parce que 1 an et demi de boulot, d'investissement avec des petites équipes pour dire sur quoi? Lequel on Quel a est le gagné, message déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les voix, c'est le sujet. Bon. Et le sujet, c'est ce que sur Roosevelt on appelait la Stigall, qu'on appelle la séparation d'un côté des banques, des fonctions de banque d'affaires, et de l'autre côté, c'est le dépôt et de crédit. Bon, le sujet est sur la table, beaucoup en parlent. Hollande a dit il faut séparer les activités les unes et les autres. Quelqu'un comme Mark Klein en a parlé sur Internet, il a fait un très bon livre là-dessus. D'autres en ont parlé, Mélenchon en parle un peu, mais moi je dis non. C'est pas seulement les activités, c'est les banques elles-mêmes qu'il faut séparer. Il y a une fonction de dépôt et de crédit et une fonction d'investissement sur les marchés. Il faut revenir au système qu'on avait en 1945. Bon, c'est ce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Savoir pourquoi on y allait quand on fait 0,2%. C'est parce que sur ce sujet-là, on a réussi, êtes le seul à avoir le message. Dans la dynamique d'une présidentielle, non, je ne suis pas le seul à avoir le message, mais dans la dynamique d'une présidentielle, on a réussi à mettre ce sujet sur la table, alors que Martine Aubry, par exemple, avait dit à un de nos militants un jour dans une réunion privée du Parti socialiste que jamais cette question ne serait abordée parce qu'elle n'était pas porteuse et que l'électeur ne pouvait pas comprendre. Très bien. Maintenant, l'électeur peut comprendre. Ce que je vous propose, c'est de voir, vous n'avez pas de gros moyens, vous l'avez indiqué, le travail d'une partie de vos équipes dans le nord de la France, justement, dans la ville de Martine Aubry. Comment, sur le marché, ils tentent justement de convaincre des passants du bien fondé de voter pour vous. Vous le savez probablement, tous les passants ne vous connaissent pas encore. Ah oui, ça. Cette petite équipe a abandonné toute activité professionnelle le temps de la campagne et sillonne le nord de la France pour parler de Jacques Cheminade, un candidat surprise inconnu du grand public. Est-ce que vous savez qui est Jacques Cheminade ? Non. Oh, pas du tout. Je pensais que c'était une blague, honnêtement. Et pourtant, l'ENARC a eu ses 500 parrainages. Depuis 2 ans, ses militants sont sur le terrain pour convaincre les maires. Maintenant, il faut faire connaître leurs candidats aux électeurs. C'est quand même un parfait inconnu qui s'amène et parce qu'il a de bonnes idées, il arrive à avoir les 500 signatures. C'est pas trop difficile de faire une campagne comme ça pour un candidat très méconnu ?
Au contraire, c'est même d'autant plus facile qu'il n'a pas d'image préconçue, qu'il n'y a pas de préjugés sur sa personne. Un monde sans Wall Street, c'est le credo mis en avant. Mais Jacques Cheminade est aussi un chantre de la conquête spatiale, proposant d'industrialiser la Lune ou d'explorer Mars. C'est le type de projet, typiquement, qui redonne aux gens un sens du futur. Il chemine vers la présidentielle, madame. Il a mis des bonnes chaussures, vous en faites pas. Mais faute d'avoir les autorisations nécessaires, les militants, eux, rebroussent chemin, direction une autre place lilloise à la conquête de nouveaux électeurs. Alors quand on voit ce fonctionnement, je ne sais pas si on va parler de formation politique, de famille politique, ou certains disent même d'une secte. Rien à voir avec une secte. Il y a eu quelques protestations inspirées politiquement, ça a été rejeté par Mamie Lutz, qui est chargé de contrôler les dérives sectaires. Donc c'est un groupe politique de gens qui agissent de façon passionnée pour défendre des questions fondamentales. Alors dans cette présidentielle, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais une série de questions qui ne sont pas débattues et qu'on voulait mettre sur la table. C'est la cohérence entre politique internationale et politique intérieure. On n'entend pratiquement pas parler. On n'entend pas parler de santé, ni d'espace, ni de culture. Alors, on voulait mettre ces questions sur la table. C'est le premier. Mais pendant qu'on est aux questions un peu désagréables, vous n'aimez peut-être pas qu'on rappelle celui qui est parfois présenté comme votre mentor, Lyndon LaRouche. Bon, en 2 mots, c'est celui qui a présenté Obama comme un Hitler avec la petite moustache, comme si Obama, le président américain, était de la même famille politique. Ça demanderait une longue explication. Ben, vous ne l'aurez pas. Il faut voir avec les yeux de 1934-35, au moment de la montée du nazisme. Vous assumez cette image un peu ridicule. Les nazis, non, c'est pas si ridicule que ça. Vous allez voir pourquoi c'est pas ridicule. Les nazis ont commencé par éliminer les handicapés. Et ensuite, peu à peu, de proche en proche, il y a eu la Shoah, les horreurs et les abominations, tout ce qui est passé ensuite. Mais ils ont dit au départ, la santé, ça a un prix, la vie humaine, ça a un prix, on peut la chiffrer. On est en train de faire exactement la même chose aux États-Unis, avec l'IPAD, qui est un groupe d'analyse pour savoir quelles maladies ont droit traiter, quelles non, dans un pays où 50 millions d'Américains sont sur timbre alimentaire, où il y a un véritable saccage social aujourd'hui, du même ordre que dans les années 30. Bon, donc vous assumez cette image. Il en est une autre qui a été rappelée dans le sujet, l'industrialisation de Mars. C'est parfois présenté comme un sujet de plaisanterie. Vous assumez là encore. Ah, j'ai pu avec Michel Field expliquer ce que c'était, et ça s'est très bien passé. Bon. Ça veut dire un projet pour lequel il faut d'abord un développement harmonieux sur la Terre. C'est-à-dire qu'il faut une grande politique de développement de l'Afrique en particulier. Fini la France-Afrique. On ramène, par exemple, des troupes d'Afghanistan et on les fait travailler pour mettre en eau le lac Tchad, comme un poumon d'eau pour le centre de l'Afrique. Indispensable. Une fois qu'on a cela, il faut une aventure commune de l'humanité pour qu'on ne se fasse plus la guerre. Ça, c'est un objectif commun. On va sur la Lune, puis sur Mars. Puis sur la Lune, puis sur Mars, ça prend 2 générations. Et le premier programme spatial, après tout, on n'aurait ni le portable, ni le cœur artificiel, ni la métallurgie avancée en apesanteur, ni on n'aurait pas non plus les ordinateurs. C'est-à-dire, c'est une contrainte extérieure qui oblige à penser en temps réel, plus vite et dans l'inconnu. Alors Jacques Cheminade, on imagine, en mai prochain, vous êtes élu président de la République. Quel est votre programme international ? C'est pas à nouveau l'hypothèse la plus envisageable, mais je vous pose la question. Non. Quel est votre programme ? Programme, c'est-à-dire, d'abord, on donne l'exemple chez nous. C'est-à-dire que on nomme une commission d'enquête parlementaire, parce qu'un président ne peut pas tout faire. Cette commission examine ce qui s'est passé dans la crise financière dans le monde et en France. Et il voit comment on peut séparer les banques d'affaires d'un côté, les banques de dépôt et de crédit de l'autre. Fort de ce début en France, je vais à Bruxelles et je dis l'Europe doit changer d'orientation. On ne peut plus faire ce qu'on fait à la Grèce. Il faut changer. L'économie, c'est une dynamique, c'est pas un équilibre budgétaire. Donc comment on va retrouver cette dynamique ? Comment on va faire ? Alors certains, comme Christian de Boissieu, diront la Banque européenne d'investissement doit mettre plus d'argent dans les projets, elle doit emprunter. C'est pas assez. Il faut aller dans l'euro, par exemple. Vous restez dans l'euro ? Dans un premier temps, je dis, si on prend ce défi avec l'euro, d'une Europe commune, d'une Europe de grands travaux, d'une Europe de l'avenir, oui. Si les autres pays disent non, parce qu'ils sont libéraux et pensent en termes de compétitivité et d'intérêts nationaux, à ce moment-là, je fais la politique du général de Gaulle. C'est-à-dire, je me retire et je dis, voilà la politique de la France. Maintenant, on garde un euro monnaie commune pour éventuellement grands travaux et un franc intérieur pour ce qu'on a à faire en France. Alors, je ne voudrais pas en arriver là. Mais je pense que, dans la situation actuelle, il faudra peut-être en arriver là. Alors, parce que la situation est très grave. On ne voit pas à quel point l'Europe se décompose. Vous me parlez d'économie, vous avez parlé d'Afrique. Qu'est-ce que la France aurait à dire, pour vous, à d'autres dossiers du
du monde, Proche-Orient, rapport avec les États-Unis, où vous avez vécu. Le Proche-Orient, c'est essentiel. Ouais. On a parlé de paix. Qui a soutenu les propositions de Bailyn et de Rabault? Très peu. Moi, je les ai soutenues. Tout à fait. Ou, auparavant, l'approche Mendès-France, Klutznik, Naum Goldman. Il faut soutenir la paix, mais il faut donner les moyens à cette paix. Qui nomme-t-on? Tony Blair en quartet. Alors, c'est le manque du monde. Tony Blair, qui, pour moi, est un escroc politique. Donc, vous êtes, par exemple, pour la création d'un État palestinien? Je suis pour la création d'un État palestinien, comme beaucoup d'Israéliens, mais à condition que ce soit un développement mutuel et qu'il y ait des points de développement mutuel entre les deux. Shimon Peres a eu de bonnes idées. Avec cette situation qui se détériore à chaque fois, on a une situation extrêmement dangereuse où des gens de l'extérieur d'Israël essayent de pousser Israël à des frappes contre l'Iran. Ça serait très grave, ça serait une aventure. Et je suis heureux, c'est drôle de se trouver dans cette compagnie, mais que des gens comme Shaul Mofaz ou Meir Dagan, qui sont des anciens du Shin Bet, de l'armée israélienne ou du Mossad, ces gens-là soient plus raisonnables, parce qu'on est vieux de la vieille. C'est l'époque Ben Gurion, l'époque Moshe Charet, ce qu'il en reste. Alors que Netanyahou, Avigdor Lieberman ou Barak sont des aventuristes. Il y a une situation dramatique actuellement en Syrie. Réflexion, diplomatie ou intervention militaire? Diplomatie, il ne faut jamais faire une intervention militaire dans un pays. Je crois que c'est l'intervention militaire qu'on a faite en Libye pour défendre Benghazi, j'étais pour aller au-delà, non. Maintenant, il y a des armes partout et on voit ce qui arrive au Mali. C'est une conséquence de notre aveuglement en Libye. Alors, je le disais, l'hypothèse la plus probable, de la litote, c'est que vous ne serez pas au deuxième tour. Vous savez déjà ce que vous allez faire, pour qui vous allez appeler à voter ou peut-être à ne pas voter? Alors, je dis, si François Hollande montre le courage d'affronter ce qu'il a défini comme son principal adversaire, le monde de la finance. Et s'il arrête de faire comme quand il était à la City en disant « je suis bien gentil, vous voyez comment je serai, donc vous disons, peu offensif ». Et ensuite, il dit aux journalistes anglais et américains, nous les socialistes, auparavant, nous avons privatisé, regardez ce qu'on a fait, et tout ça. Là, non. Donc, s'il continue comme ça, ça sera blanc. Ouais. Si il a plus de courage sur ces questions fondamentales, ça sera Hollande. Mais je ne veux pas parler de sorte de démagogie de Mélenchon. Ça, c'est autre chose. Ça ne sera pas Sarkozy. Non, ça ne sera pas Sarkozy. Je pose la question Parce que Sarkozy, moi, vous voyez, il a fait son discours du 27 septembre 2008 à Toulon. Puis rien n'est venu. C'est pas un homme de caractère. Et il apparaît comme un homme, disons, habile, qui bouge, qui fait des choses. Mais en fait, derrière, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de vue à long terme. Remarquez, votre rapport de voix ne modifie pas énormément la donne. Mais non, rapport d'idées, le rapport de voix, probablement pas, encore qu'on ne peut jamais savoir, il reste 20 jours. Mais le rapport d'idées, oui, j'espère être un levier. Et il y a des questions que l'on pose à beaucoup de candidats, s'ils ne sont pas élus, ce qui sera votre cas. Que faites-vous au soir de ce deuxième tour? Vous préparez 2017? Je prépare quelques candidatures aux législatives. Je ne prépare pas 2017. Vous savez, l'histoire ira très vite. On rentre dans une époque de terribles turbulences. Et je dis, le prochain président de la République aura une situation extrêmement difficile. Il ne doit pas faire de l'équilibre budgétaire ce que Jean Zay, le ministre du Front populaire, condamnait, c'est-à-dire la mystique de l'équilibre budgétaire imposée par les financiers. C'est ce qui revient aujourd'hui. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire une dynamique et une politique de développement mutuel et de progrès. Merci Jacques Cheminade d'être venu nous voir, d'avoir présenté en quelques minutes votre regard sur cette élection. Je vous propose de nous intéresser à la gauche de la gauche dans cette élection présidentielle française. Il y a 3 candidats, dont un qui est en train de marquer de son empreinte, évidemment, cette campagne. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi des micro-partis, des petits candidats. Gros plan sur cette gauche de la présidentielle française.